Maintenant, on va parler de pesticides plus fluorés, non plus de PFAS, dans la suite des exposés. Peut-être, je vais passer maintenant la parole à Bruno Schiffers pour les aspects environnementaux. Donc, Monsieur Schiffers est professeur honoraire de l'Université de Liège, de la faculté Jean Blou Agrobiotech. Il est toujours très actif comme consultant, mais aussi en tant que bénévole dans de nombreuses associations. Et donc, si tu souhaites compléter ta présentation, je t'en prie. Merci Julie, et merci à Céline, puisqu'elle a déjà abordé pas mal de points qui concernaient la problématique des pesticides PFAS et de l'environnement. Avant d'en venir directement aux propriétés qui vont concerner la persistance et la mobilité, par exemple, des pesticides PFAS dans l'environnement. Commençons tout d'abord par rappeler que la majorité de ces pesticides sont dispersés dans l'environnement, comme l'a dit Jean-Baptiste, dans un milieu ouvert, encore aujourd'hui par une technique qui est relativement grossière, qui est la pulvérisation à rampe de buse. Alors bien sûr, on a essayé d'améliorer cette technique depuis des décennies, en essayant d'y mettre de l'électronique, en ayant des buses anti-dérive, en contrôlant mieux les débits, les volumes appliqués, etc. Mais au final, ça reste quand même une dispersion. Et une grande partie des produits qui sont épandus ne finissent pas en réalité sur les plantes et ne servent pas directement à la protection de la plante en elle-même. Il y a suffisamment d'études depuis des décennies maintenant qui montrent qu'une molécule sur 10 000 peut-être est réellement utilisée pour la protection de la culture. La majorité des traitements finissent sur le sol. Évidemment, quand il s'agit d'herbicides, souvent c'est appliqué d'ailleurs directement au sol. Et puis les pesticides, ils ne restent pas immobiles. Ils vont être transférés. Ils vont être transférés tout d'abord dans le sol lui-même. Ils vont pénétrer. Ils vont s'absorber sur le complexe argilo-humique ou pas. Et ils vont se dégrader sous l'action des champignons, des bactéries, de phénomènes physico-chimiques, et aboutir à des produits de dégradation qui doivent être considérés au moment de l'homologation, bien entendu, à condition qu'on voit le devenir et l'importance de tous les produits de dégradation. Et on sait que, par exemple, le TFA, dont il est question aujourd'hui, n'a pas été particulièrement envisagé. Au niveau de l'air, les pesticides sont également transférés dans l'atmosphère, soit par revolatilisation, soit sous la forme de la dérive. Au moment de l'application, déjà, il y a une grande partie du produit qui va dériver en fonction des conditions d'application. Alors évidemment, s'il y a du vent, on va avoir une dérive plus importante, surtout si les gouttelettes sont petites. Mais on peut aussi avoir une dérive ultérieure, notamment par érosion du sol, et d'avoir sous forme adsorbée des molécules qui vont parcourir des distances parfois considérables, comme on l'a démontré par exemple dans le projet Propulp. Alors j'ai été revoir un peu les chiffres et les produits qu'on avait trouvés dans les capteurs et dans les dépôts, et on a retrouvé effectivement une quantité assez importante de pesticides PFAS. En tout cas, ils étaient bien présents à ce niveau-là. On a également le ruissellement des pesticides qui ont été appliqués, soit sous la forme adsorbée sur les particules de sol, soit directement mis en solution vers les eaux superficielles. Donc effectivement, l'application des pesticides va engendrer une pollution du milieu, une contamination du milieu, qui n'est pas possible de nier. D'ailleurs, le législateur a pris cette réalité en compte en intégrant parmi les critères à évaluer tous les facteurs qui pouvaient être défavorables pour l'environnement, c'est-à-dire favorables en fait au transfert. Et donc, comme le but de la législation, c'est quand même d'essayer d'avoir un risque qui soit acceptable au niveau de l'utilisation des produits, on va imposer aux fabricants de déterminer, d'analyser toute une série de critères, à commencer par le profil lui-même de la molécule, de voir par exemple quelle est sa solubilité, quelle va être sa capacité d'être absorbée dans les organismes vivants,
quelle va être sa persistance, qu'on préférerait avoir limitée, sa mobilité, sa bioaccumulation, sa toxicité vis-à-vis des abeilles, des auxiliaires, de la faune du sol, et aussi envisager ou vérifier qu'il n'y ait pas de métabolites qui soient préoccupants. Alors voyons un peu ce qu'il en est de ces propriétés, en commençant par la persistance. Dans les exposés qui ont été faits juste avant, on a beaucoup parlé de la persistance. C'est une propriété évidemment qui n'est pas souhaitée au niveau des pesticides, parce que la persistance dans l'environnement accroît le risque d'exposition, évidemment, notamment de la faune du sol ou de la faune aquatique. Or, les pesticides qui contiennent ces groupements fluorés sont très stables, nous l'avons vu, en raison de cette liaison, ça a été rappelé à plusieurs reprises, carbone-fluor qui est particulièrement solide. Et donc, ces composés-là, sauf exception, ne se dégradent que très lentement. Et quand j'ai un peu regardé le profil des pesticides PFAS qui étaient autorisés, donc des 31 pesticides PFAS autorisés aujourd'hui, on voit qu'ils sont modérément, pour certains, mais souvent à très persistants dans l'environnement. Alors la conséquence de la persistance, c'est évidemment une contamination accrue, mais surtout durable, dans les sols, un effet toxique qui va être prolongé sur la faune, notamment la faune du sol, et qui va perturber les cycles naturels de l'écosystème. C'est aussi, par la persistance, un potentiel accru de transfert vers les eaux souterraines ou dans l'atmosphère. La deuxième propriété qui permet d'expliquer que les pesticides peuvent atteindre différents compartiments de l'environnement, c'est la mobilité. La mobilité va affecter le potentiel de contamination de l'environnement. Ce n'est pas en soi un critère d'exclusion, malheureusement, mais les pesticides qui contiennent des groupements justement fluorés, étant connus pour leur solubilité dans l'eau tout en restant stables, ils vont avoir tendance à se disperser sous le fait de la mobilité, que ce soit dans les sols ou vers les eaux de surface. Et donc, ils peuvent facilement se déplacer du fait du ruissellement, de l'infiltration vers les nappes phréatiques ou dans l'air, soit par volatilisation, soit surtout par la dérive au moment de l'application. Et donc, ces pesticides PFAS peuvent atteindre des écosystèmes qui sont très éloignés des lieux d'application, aller contaminer les réserves d'eau potable et les écosystèmes aquatiques. Or, en principe, si on suit l'esprit de la loi, de la législation, une substance active devrait être exclue si elle contamine significativement les eaux souterraines et si elle a des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques. En ce qui concerne la bioaccumulation, on sait que certains pesticides, pas tous, mais certains pesticides, s'accumulent dans les tissus des organismes vivants. C'est le phénomène que Céline a évoqué de bioaccumulation. Et elle-même a dit, voilà, ce type de molécule-là a tendance à se bioaccumuler. Et elle a également présenté le phénomène de bioconcentration, c'est-à-dire de la concentration de plus en plus grande entre les différents échelons de la chaîne alimentaire, jusqu'à l'homme, évidemment. Quand on regarde le profil des pesticides PFAS autorisés aujourd'hui, on voit que ces pesticides PFAS, pour 30% d'entre eux, ils ont un haut potentiel de bioaccumulation. On peut regarder ici les valeurs, par exemple, du Bioconcentration Factor pour le diflufénican ou pour le fluazifop P. Conséquence de cette bioaccumulation, ça va être la perturbation des chaînes trophiques et ça va évidemment affecter la survie des différents consommateurs dans la chaîne alimentaire et en dernier ressort, évidemment, de l'homme qui est au sommet de cette chaîne alimentaire. Propriété d'écotoxicité. Là aussi, certains pesticides sont hautement toxiques pour les organismes qui ne sont pas
normalement des organismes cibles comme les abeilles, les auxiliaires, les oiseaux, les poissons, les amphibiens. Or, quand on regarde de nouveau le profil des pesticides PFAS autorisés, on voit que 80% de ces molécules peuvent être considérées comme toxiques ou même très toxiques pour les organismes aquatiques, et ça même à des faibles concentrations. Je cite ici quelques exemples comme le fluazinam, etc. Le flufénacet, dont on a déjà parlé, la lambda-cyhalotrine, certainement. Donc les PFAS s'accumulent dans les écosystèmes et les organismes au cours du temps, et par conséquent, on a des problèmes de reproduction, de croissance, de développement chez les espèces aquatiques, et une perte de biodiversité avec différents effets toxicologiques sur cet écosystème et sur la chaîne trophique. Dernier point, mais pas le moindre, certainement celui qui fait le plus objet de discussion, c'est le problème ou la problématique de la dégradation des pesticides PFAS et notamment la génération de TFA en fin de dégradation. Tout d'abord, le comité scientifique indépendant de la région wallonne a bien dit ou a bien démontré que, et Céline l'a encore rappelé, les pesticides qui contiennent des groupes CF3, même CF2, a-t-elle dit, produisent des produits de dégradation. Alors, pour les CF3, évidemment, le TFA, qui est un produit de dégradation qui est très stable et qui n'avait pas été jusqu'ici considéré comme un métabolite pertinent dans le cadre de l'homologation des pesticides PFAS. Et donc, ça a conduit à une sous-estimation du risque environnemental par l'EFSA, et notamment en ce qui concerne la dégradation en TFA et la présence de ce TFA dans l'eau, où on a, faute d'évaluation correcte, on n'a pas fixé un seuil de sécurité qu'on aurait dû fixer par précaution à 0,1 microgramme par litre, comme on l'a fait, par exemple, pour les pesticides ou les métabolites de pesticides considérés comme pertinents. La conséquence de cette absence de considération fait que beaucoup d'autorisations de mise sur le marché ont été obtenues dans les 20 dernières années, et ces pesticides qui se dégradent en TFA sont devenus une source importante de pollution de l'eau par ce composé, même si, on l'a répété, il y a d'autres sources. Ça n'excuse pas les pesticides dont on parle ici. Ils sont quand même appliqués à plusieurs centaines de tonnes chaque année en milieu ouvert. Donc, évidemment, ça nécessite toute notre attention. Ce n'est pas étonnant aussi donc, qu'on va retrouver du TFA dans toutes les zones de distribution et que c'est le composé PFAS le plus important dans l'eau du robinet. Cette présence dans les eaux de distribution s'ajoute aussi, en plus, à tout ce qu'on peut retrouver comme résidus dans les végétaux consommés. On peut dire donc que ces pesticides PFAS ont tout pour plaire, puisqu'ils combinent les inconvénients des pesticides traditionnels à ceux particuliers des pesticides PFAS, que les risques environnementaux, Céline l'a déjà souligné, mais sont considérables du fait de leurs propriétés, grande stabilité, solubilité, persistance importante, haut potentiel de bioaccumulation, grande mobilité, et enfin, toxicité et écotoxicité démontrées sur toute une série d'organismes déjà, et puis sur l'homme également. Il faut envisager donc cette toxicité comme encore devant être explorée plus loin. Alors, le TFA est un produit de dégradation qui est commun aux 31 substances autorisées et qui est persistant. Et donc l'évaluation des risques liés aux pesticides à base de PFAS, on peut dire qu'elle a été historiquement faussée parce qu'on n'a pas considéré le TFA comme un des métabolites pertinents pour ce groupe de pesticides. En conclusion, la persistance combinée à la bioaccumulation et à la mobilité d'ailleurs, va soulever la question de la non-réversibilité de la pollution environnementale pour toutes les générations à venir. On voit que le TFA, on a
parler de demi-vie en plusieurs siècles, donc il s'agit de produits qui sont extrêmement persistants. Par conséquent, faute d'informations correctes, leur usage devrait être limité autant que possible, et on verra cet après-midi toutes les stratégies alternatives qui sont possibles. Leur impact environnemental, qui n'est pas encore très bien cerné, mais nécessite une vigilance accrue, notamment pour la protection des eaux, parce que là, c'est certainement le point le plus crucial, mais aussi des écosystèmes et de la santé. Mais à voir les propriétés de ces molécules et les quantités qui sont utilisées, on peut se poser la question de savoir si le risque peut être réellement géré de manière acceptable. Et donc, dans ce cas-là, si on ne peut pas gérer le risque, le mieux, c'est de se passer, évidemment, des molécules. Le TFA devrait être considéré lors de l'évaluation comme un métabolite pertinent et une limite de sécurité européenne devrait être fixée de toute urgence pour l'eau potable en ce qui concerne le TFA. Voilà, je vous remercie de votre attention.